Le podcast est une production de Stout. Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Bienvenue tout le monde au podcast du Club Nordique. Je suis avec Gabriel Camiré, qui est courtier hypothécaire. Gab, on se suit sur les réseaux sociaux depuis quelques temps déjà. On a à peu près la même histoire de nouveaux venus dans les Laurentides. Ouais. Puis, je suis vraiment content de t'avoir rencontré autant dans le club. Je suis content que tu fasses partie du club parce qu'initialement, quand on s'était écrit, en fait, le Club Nordique, quand on l'a starté, c'était exclusif. Fait qu'il ne pouvait pas avoir plus qu'une personne qui fait le même métier dans le club. Puis d'avoir ouvert ça, ça nous a permis de rentrer bien plus de monde, puis au final, de rencontrer plein de gens vraiment cool. Fait que je suis vraiment content que tu en fasses partie. Puis en plus, là, on s'est revus à une course que les ostéopathes à Saint-Sauveur organisaient, fait qu'une course de groupe. Puis ouais, c'est ça, je suis content de t'avoir rencontré, parce que je pense qu'on a un peu la même vision. J'ai pas envie de dire la même vision du monde, parce que c'est un peu intense, parce qu'on se connaît pas tant que ça. Finalement, peut-être qu'on serait pas d'accord sur plein d'affaires, mais au moins sur l'entrepreneuriat, puis nos jobs, en fait, qui se ressemblent un petit peu, là, dans le fond. Ouais. On est dans le même milieu. Fait que je commence toujours un peu les podcasts de la même façon. Je voudrais savoir, revenons, disons, un peu en arrière. Toi, en ce moment, t'es travailleur autonome. On parlait de ça quand t'es arrivé. Ton bureau, il est chez vous. Fait que tu passes le gros de tes journées à travailler, bâtir ta clientèle, faire ton day-to-day de la maison, de ton bureau. T'as pas toujours été en courtage hypothécaire. Qu'est-ce que Gabriel faisait avant, mettons, qu'il l'a amené à faire ce que tu fais maintenant? Puis est-ce que l'idée d'être en immobilier te trottait dans la tête depuis un bout? Genre, là, t'as quel âge? Moi, j'ai 30 ans. T'as 30 ans, ouais. OK. Fait que Gabriel Camiré au secondaire, mettons, lui, qu'est-ce qu'il pensait faire en partant? Gabriel au secondaire, il cherchait un peu. Moi, j'étais intéressé par la médecine, la physiothérapie, et des trucs comme ça. Par contre, j'ai rapidement réalisé que moi, les bobos puis le sang, là, ça m'étourdit. Là. OK. Fait que j'ai décidé que c'était évidemment pas ça. Donc là, je me suis j'ai pris plus une tangente vers les affaires. Tu sais, moi, Martin-Luc Archambault, Dragon, qui était un investisseur dans la tech, c'était comme mon inspiration là, quand j'étais au secondaire, puis c'était comme vers ça que je voulais aller. OK. Je connaissais pas la tech à ce moment-là, mais j'étais comme, ça a l'air cool. Puis oui. C'est vers ça que finalement j'ai été. Fait que j'ai étudié en marketing. Ensuite de ça, j'ai fait une maîtrise en commerce électronique à HEC Montréal. OK, cool. Puis là, j'ai commencé à baigner plus dans le monde de la tech. Là. Moi, je viens de Gatineau. Fait qu'en allant à Montréal, il y avait beaucoup plus d'entrepreneurs dans ce domaine-là. Puis ça m'a permis là, justement de développer un réseau puis de commencer à travailler vraiment dans ce domaine-là. Fait que j'ai été dans le e-commerce chez Golf Avenue, qui est une business, dans le fond, qui rachète des bâtons de golf usagés, qui les remet comme... ils les refurbish dans quelque sorte. Oui, je les connais bien parce qu'ils ont une portion... ils ont ouvert aussi Cycling Avenue, en fait, exact. Là, qui fait la même chose, mais avec les vélos. Puis je me rappelle que
ils m'avaient approché il y a comme 1 an ou 2 pour que je sois un de leurs brand ambassadors. OK. Ouais, pour faire de la création de contenu et tout. Puis Nice. c'était genre en échange, ils me prêtaient un vélo et tout. En tout cas, finalement, ça n'avait pas marché, Ouais. mais j'ai toujours trouvé vraiment hot quand même le concept de reprendre des équipements de sport, les refurbish puis les revendre. C'est un super beau modèle Ouais, d'affaires. puis ça se prête tellement bien au e-commerce en plus, là. Ouais. Fait que, tu sais, nous autres, c'est ça. On achetait, on revendait. Fait que là, moi, je faisais du marketing digital avec eux autres. OK. J'ai fait ça en sortant de ma maîtrise pendant à peu près 2 ans. OK. Puis ensuite de ça, je me suis lancé vraiment dans le logiciel. Là. Puis c'était vraiment ça qui me passionnait. C'était tout ce qui est marketing, développement des affaires au niveau logiciel. Fait que, tu sais. Mais en tant que tel, toi, tu ne faisais pas de programmation. Non, exactement. OK. Moi, j'étais un Est-ce gars que de tu business. comprends quand même la logique derrière les programmeurs, mettons, ou pour toi, c'est comme du chinois quand tu approches ça? Ouais, ben tu sais, je suis pas capable de coder du tout. Par contre, tu sais, j'ai beaucoup interagi avec des développeurs. Fait que tu sais, je comprends leur réalité en quelque sorte, puis je suis capable de parler leur langage. Ouais. Mais tu sais, je suis vraiment pas un développeur. Mais en tech, souvent, c'est ça qu'on voit. Tu sais, t'as des product owners qui vont être un peu le pont entre tout ce qui est technique, développement, et puis tout ce qui est business, marketing, développement des affaires, stratégie. Puis qu'est-ce que c'était exactement la maîtrise? Hein? Qu'est-ce que tu es allé apprendre? C'est quoi les outils que tu es allé chercher? Je te dirais, c'est plus au niveau du thinking, de comment la business en ligne fonctionne, l'économie en ligne, comment ça fonctionne. Tu sais, il y a des concepts de base qui en ligne font du sens. Comment est-ce que tu fais pour développer une business par le web? Tu sais, quand on tombe dans le monde de la technologie aussi, il y a beaucoup d'investissement qui est nécessaire pour essayer d'aller chercher une opportunité qui est plus grande dans le futur. Tu sais, c'est pour ça qu'on voit des compagnies qui sont déficitaires pendant super longtemps, mais c'est ça, on investit, puis après ça, on essaye d'aller chercher comme une adoption dans le marché, on essaye d'aller chercher puis de conquérir un marché complet. Ouais. C'est comme ça que des business comme Google, Facebook, Amazon finissent par se développer. Tu sais, Amazon, je pense que ça a été déficitaire pendant les 10 ou 15 premières années de leur vie. Je pense que Uber, Airbnb le sont encore à ce jour, là, si je me trompe pas. Exact. Fait que, tu sais, un système comme ça, quand tu arrives à maturité puis quand tu arrives à comme product market fit, bien là, tu es en mesure d'aller chercher, d'aller conquérir tout le marché, d'augmenter les prix tranquillement. Puis là, ben, tu viens t'installer comme un pilier qui devient un peu indispensable pour les consommateurs. Fait que, tu sais, tous ces concepts-là des fois qu'on s'en rend pas compte, peut-être comme consommateur, mais c'est des concepts de base qui sont véhiculés au travers de la business en ligne. Mhm. C'est le genre de trucs qu'on travaillait, qu'on apprenait. Ça peut être aussi au niveau légal. Tu sais, il y a des complexités qui viennent avec la business en ligne, les nouvelles technologies. Tu sais, par exemple, tu sais, si on regarde les véhicules autonomes, c'est peut-être une petite tangente, là, mais tu sais, les véhicules autonomes, ben, qu'est-ce qui arrive dans un cas d'accident ou est-ce que c'est causé par... Ça, c'est quasiment de la philosophie puis de l'éthique, là, j'ai 100%. l'impression. Puis un de nos projets dans ce cours-là, qui était du droit des affaires un peu tourné vers les nouvelles technologies, le web, c'était 100% de la philosophie puis de l'éthique. Tu sais, c'était comme... tu sais, quand on conduit cette voiture-là, on se dit... Bon, ben, tu sais, soit je frappe les gens ou sinon, j'ai comme... mettons, il y a 5 personnes sur la rue, c'était ça le problème. Il y a 5 personnes sur la rue. C'est toujours le même, là. Ouais. 5 jeunes personnes Exact. ou 20 personnes âgées. Exact. Faut que tu C'est prennes la comme... décision. Faut que tu prennes la décision, mais tu sais, dans un cas d'accident, ben, tu réagis au meilleur de tes compétences. Par contre, un ordinateur serait probablement capable d'éviter la collision et doit prendre une décision. Puis là, c'est quoi le modèle éthique et le modèle de décision qu'on inflige à ces technologies. Et même, est-ce que l'ordinateur doit protéger le conducteur à tout prix? T'sais? Parce que je pense qu'il y a souvent des collisions qui seraient évitables, mais il faut que tu rentres le char dans le mur. Ouais. Fait qu'il y a tout ça aussi qu'il faut considérer, Ben ouais. mais ça, c'est une boîte de Pandore incroyable. Je sais même pas comment ils font, en fait, les compagnies pour décider de ce qui arrive dans ces moments-là. T'sais, est-ce que... Parce que ça peut pas être des gars de tech qui prennent ces décisions-là. Là. C'est trop gros, j'ai l'impression. Pour, Absolument. Tout le monde doit être impliqué dans cette décision-là. Autant la législation, les gouvernements, puis après ça, les manufacturiers, dans ce cas-ci, automobiles, les développeurs et tout. Fait que c'est super complexe comme question. C'est des questions que tu n'as pas besoin de te poser quand c'est un humain qui fait du mieux qu'il peut dans un cas d'accident. Ouais. C'est sûr, il y a une complexité à ce niveau-là, mais de programmer cette complexité-là puis de programmer la décision en amont devient un challenge vraiment intéressant. Fait que, c'est
tout le genre de trucs qu'on regardait dans ce programme-là. Je comprends, puis il y a une question qui me revient tout le temps quand je parle des programmes universitaires avec des invités ou même avec des gens que je rencontre dans la vie qui ont fini par choisir un profil entrepreneurial, pas aller travailler en fait pour une business, là. Est-ce que tu sentais pendant tes études au HEC qu'il y avait un certain décalage entre... Mais ça, tu l'aurais su par après, là. Mais est-ce que tu sens qu'il y a un décalage entre les études de la maîtrise, par exemple, puis le marché du travail? Oui, c'est sûr. Dans ce type de programme-là, qui est comme... C'est un monde en changement constant, là, le domaine des technologies puis le monde des affaires, axé ces technologies. C'est tough avoir un programme qui est up-to-date. Là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues qui commençaient à être un petit peu désuets sur certains points, mais il y a des concepts de base qui restent quand même. Fait que oui, mais je pense que c'est pas nécessairement le travail de l'école d'être d'innover à cet aspect-là. Ouais, eux sont là pour setter les bases. Exact. Puis après ça, ben, quand tu rentres dans le marché du travail, tu apprends un peu à te spécialiser dans peu importe ce que tu veux faire. Exactement. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Tu es un des premiers invités qui a actually fait des études supérieures jusqu'au niveau de la maîtrise, disons, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, dépendamment du milieu, où ils font juste wingner du... Ben, en fait, c'est une caractéristique d'entrepreneur, j'ai l'impression, des fois, d'être juste comme en problem solving tout le temps, puis se dire comme, moi, j'ai envie d'atteindre ce point-là, j'ai pas le goût de passer par le parcours universitaire parce que c'est trop long, fait que je vais juste me lancer à 100%. Mais en même temps, c'est tellement complexe. En tout cas, personnellement, pour avoir déjà tâté un peu le terrain du e-commerce puis de ce monde-là, du marketing en ligne puis de la vente en ligne, c'est tellement complexe partir sans aucune connaissance de zéro, puis puis aussi être capable d'éviter les fausses formations qui sont vendues en ligne, parce qu'entre moi et toi, il y en a beaucoup, là. Ouais. J'ai l'impression qu'au moins une fois par semaine, je me fais sponsoriser un truc... comment devenir riche en 6 mois en faisant du e-commerce ou du dropshipping sur Amazon et tout, là. Fait que faire l'apport entre les vraies compagnies qui ont un vrai potentiel puis ceux qui viennent juste un peu ramasser les miettes puis vendre des fausses formations, là, ça va être quand même complexe sans passer par l'université, j'ai l'impression. C'est clair. Ben, tu sais, je me suis toujours posé la question, ces gens-là qui vendent ces formations-là, ben, pourquoi ils le font pas au lieu de vendre des formations, là? Si c'est si facile. Souvent, la réponse, c'est que leur business, c'est juste de vendre la formation. Puis, il y a des bonnes formations comme il y en a des moins bonnes. Moi, j'étais un peu un autodidacte dans la vie, fait que je me suis beaucoup éduqué par moi-même parce que oui, l'université t'aide avec certains trucs, mais au final... sont pas là nécessairement pour te montrer comment utiliser certains logiciels, comment développer les affaires. T'sais, à un moment donné, il faut que ça vienne de toi. Ouais. Mais ils t'instruisent certains concepts de base qui te permettent de, après ça, faire tes recherches. Puis c'est là qu'on voit le décalage entre certaines personnes en sortant de l'école, qui vont aller dans certains domaines, dans certaines comme sous-industries du marketing en ligne ou bien de la business en ligne. Puis il y en a d'autres qui vont aller dans des tangentes complètement différentes. Fait que c'est intéressant de voir vers où les gens s'enlignaient, mais oui, au niveau des formations, il faut faire attention. Comme un peu tout dans la vie. Là, en immobilier, on en voit. On en voit aussi en business. Là, puis moi, voir un jeune de 19 ans enseigner comment faire 1 million en moins d'1 an en immobilier, là, à chaque fois, je suis genre, la gang. Ouais. Lancez-vous pas là-dedans. Là. Ce jeune-là, s'il a fait 1 million, c'est en vendant les cours sur comment faire 1 million en moins d'1 an au final. Là. Fait que, absolument. Mais, OK, cool. Puis ensuite, tu as travaillé pour Gulf Avenue pour combien de temps? À peu près 2 ans. OK. Ouais. C'était comme mon stage en sortant de l'école. Il fallait que je fasse un stage. Puis après ça, j'ai travaillé là. Puis je me suis comme formé avec le temps. Puis qu'est-ce qui s'est passé entre Gulf Avenue puis le courtage hypothécaire? J'étais dans des compagnies de tech, notamment Lightspeed, là, qui est une grosse compagnie de tech à Montréal, qui fait des POS, là, des points de vente. Fait que, dans le fond, c'est les systèmes qui te permettent à un commerçant, un restaurant, puis l'autre volet, c'était les clubs de golf. Là. Moi, je travaillais dans ce segment-là, à gérer leur business. Fait que c'est vraiment comme c'est la caisse enregistreuse, c'est le gestionnaire d'inventaire, c'est le gestionnaire de personnel. C'est vraiment comme le système qui permet de gérer ta business. Fait que là, j'ai été là-dedans. J'ai leadé une équipe de marketing là-bas, puis ensuite de ça, j'étais en charge de la stratégie d'affaires pour le business unit. Fait que ça a été super intéressant puis super formateur. Là. C'est vraiment une business qui a extrêmement grandi pendant que j'étais là-bas.
Ça a passé de à peu près 800 employés à 3500. OK. Fait que, tu sais, on a vécu comme une grande croissance. Plusieurs acquisitions. Là, je pense que c'était comme 5-6 acquisitions de grandes entreprises qui ont été mergées au travers dans Lightspeed au final. Wow. Fait que, tu sais, j'ai vécu restructuration, layoff, tu sais, tout comment qu'une business se réorganise suite à une croissance comme ça. Au début, quand je rentrais, les vice-présidents, c'était du monde de 30 ans. Puis quand je suis parti, c'était des ex-Amazon, puis des ex-Google. Puis la crowd avait changé. Là, c'était rendu du monde qui avait 45 ans, 20 ans d'expérience dans l'industrie, qui avait développé des Chromebooks, puis des gros produits connus. Fait que c'était vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme... J'étais comme dans un... j'étais dans le monde corporate, où est-ce que tu essaies de monter les échelons, tu essaies de te démarquer. Puis je le voyais un peu comme une course sans fin. Puis moi, depuis des années, depuis Martin-Luc Archambault, là, que je parlais tantôt, est-ce que je l'avais vu à la télé, puis je voulais aller dans le monde de la tech, puis je voulais comme devenir comme investisseur, peu importe ce que ça veut dire. Ouais. Je pense qu'à la base, ce que je voulais être, c'est entrepreneur. Puis c'est à ce moment-là que je commençais à me chercher. Puis je voulais faire le move. C'est juste que je ne savais pas c'était dans quelle industrie puis sous quelle forme. Puis à ce moment-là, j'imagine aussi que tu as quand même des très bonnes conditions salariales, des vacances, tous les avantages qui viennent avec travailler pour une grosse compagnie. Là. Fait que ce move-là de décider de se lancer en entrepreneuriat est toujours plus complexe quand ta job actuelle t'offre un confort quand même considérable. Ouais. Je te dirais qu'en tech, on n'est pas à plaindre. Là. J'avais les conditions que j'aurais probablement rêvé quand j'étais au secondaire, puis je pensais à mon futur. J'avais des conditions incroyables, vacances illimitées. Je rentrais au bureau, puis mon dîner... Vacances illimitées? Ouais. Puis ça, c'était à la deuxième place que j'avais ça. La job entre Gulf Avenue... Pour partir de 2 mois. Ouais, c'est un drôle de modèle. Là. On pourrait en parler longtemps. J'ai l'impression que les grosses business, ils mettent vacances illimitées, mais après ça, ils se basent sur le fait que les gens vont se sentir vraiment mal d'en prendre. Fait qu'au final, c'est genre vacances illimitées, mais si t'en prends plus que 3, tu slack quand même. C'est ça. ouais. C'est exactement ça qui se passe. Puis, pendant que j'étais là-bas, ça m'intéressait parce que je le vivais, mais j'avais lu des études qui parlaient justement que c'était comme prouvé que les gens prenaient moins de vacances quand tu donnais illimité. Oui, parce que les gens... Puis moi, je le vivais, là, à un moment donné, tu te sens... un peu coupable. Ouais. Puis on dirait, tu sais, quand t'es dans un modèle où est-ce que, mettons, t'as 4 semaines, puis t'arrives genre au mois d'octobre, t'es comme... Faut que je pogne mes vacances. Je vais y prendre. Puis là, tu faisais comme... Tu te bookais une semaine en plein mois de novembre quand il n'y a rien à faire, mais t'es prenais, tu sais. Ouais. Tandis que quand c'est limité, t'es comme... t'as comme pas de quota, tu sais. Fait que là, moi, je m'étais mis un quota parce que j'étais comme... premièrement, c'est illimité, fait que faut que j'en profite. Fait que moi, c'était 5 semaines. Fait que, tu sais, dans d'autres business, j'aurais probablement eu moins de vacances. Fait que j'étais comme, tu sais, m'en prendre une semaine de plus. Souvent, c'était comme 4 semaines. J'étais comme, m'en prendre une semaine de plus, puis ça sera ça. Fait qu'à chaque année, je prenais mon 5 semaines. Mm-hmm. Puis, après ça, il y avait d'autres avantages. Moi puis Catherine, on a été travailler de l'Espagne pendant 2 mois à distance. Fait que j'avais pas de raison de partir, vraiment. À part le fait que c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est ça, le moral était plus là. Ouais, en fait, j'aimais ce que je faisais. C'est juste... j'aimais ce que je faisais, j'avais des vraiment beaux challenges, c'est une business qui est en croissance. C'est juste que je savais que c'était pas ça à long terme qui allait me rendre comme heureux. Puis j'avais tout le temps un manque. Là, quand tu le sais que t'es comme je veux plus, je veux différent. Moi, c'était je voulais lancer mes propres affaires. Fait que c'est vraiment à ce moment-là, là, j'ai fait comme OK, faut comme je commence à creuser un petit peu plus de c'est quoi que je veux. Puis à un moment donné, le courtage est arrivé là-dedans. Puis... Comment? Parce que c'est pas une job qui est tant connue. Tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup que quand ils pensent au milieu de l'immobilier, ben on pense à soit l'investissement, soit le courtage. C'est comme plus fréquent. Courtage hypothécaire, il y a encore beaucoup de gens à ce jour dans mon groupe d'amis que tu leur dis courtier hypothécaire, ils pensent au courtier immobilier. Ils comprennent pas trop c'est quoi la différence. Là. Fait que toi, qui étais justement dans le monde de la tech, qui avait beaucoup de capacités dans le monde du e-commerce, c'est pas non plus un milieu qui a vraiment un lien avec le e-commerce. Là. Le marketing, oui, mais tu peux pas tant vendre tes services dans un shop Shopify. Là. Ça se fait pas vraiment. Fait que d'où est venue l'idée de prendre ça comme décision?
Ben, je pense... À ce moment-là, je cherchais beaucoup ce que je voulais faire. Je suis parti en voyage avec 3 de mes chums au Portugal il y a 1 an et demi. Et puis, à ce moment-là, j'étais avec un de mes amis qui est représentant hypothécaire. Et puis, tu sais, 3 semaines avec des boys, on avait du temps pour jaser, discuter. Tu sais, toi, comment ça se passe? Toi, c'est quoi que t'aimes là-bas? C'est quoi que, tu sais... Fait que j'ai réussi à comme vraiment creuser et à essayer de comprendre, tu sais, c'est quoi tu fais? Parce que, tu sais, moi, j'étais investisseur immobilier, tu sais, pas full-time, là, mais j'avais des investissements. Fait que, tu sais, j'avais fait le processus à quelques reprises. J'étais comme, mais tu sais, mettons, à part me dire combien je peux emprunter puis me dire bravo, ça a fonctionné, c'est quoi qui se passe en arrière, tu sais? Fait qu'à ce moment-là, on est allé plus dans les détails puis on avait le temps de le faire. Fait que, il m'a tout expliqué comment ça fonctionnait. Puis il m'a aussi partagé, tu sais, c'est quoi les défis dans cette industrie-là, parce qu'il y en a beaucoup. C'est une business qui est complexe, c'est très personnel aussi à la fois. Puis c'est là que j'ai découvert que, ben, tu sais, les problématiques principales, tu sais, c'est une business de développement d'affaires beaucoup. C'était mes forces. Fait que tous les challenges que je voyais dans l'industrie, toutes les difficultés que j'avais... La raison pourquoi les gens réussissent pas normalement. Exactement. Ouais. Moi, ça, c'était ma force. Mm-hmm. Fait que j'ai comme compris ça. Es-tu capable de les énumérer? Comme mettons les difficultés dans l'industrie? Ouais. Le développement d'affaires, c'est 100% une des plus grandes difficultés. Se bâtir une clientèle, autrement dit. Se bâtir une clientèle. Ensuite de ça, au niveau de l'organisation, c'est très, très, très important. L'autonomie. Puis après ça, dans le monde plus hypothécaire, ça va être vraiment les connaissances financières. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, là, puis je suis nouveau dans cette industrie-là, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances financières qui opèrent dans ce domaine-là. Qui tentent de se lancer là-dedans. Qui tentent de se lancer là-dedans. Puis ça te rattrape. Tu peux être le... 100%. Puis je pense que c'est la même chose en immobilier, comme courtier immobilier. Le nerf de la guerre, c'est de trouver de la clientèle. Puis c'est effectivement là que le bas blesse pour plusieurs personnes. Ouais. Les gens ont de la misère à trouver des clients, puis c'est pour ça qu'ils finissent par sortir du milieu. Mais l'autre couche à laquelle on pense pas, c'est que même si tu es le meilleur vendeur du monde puis que tu as une capacité incroyable à te trouver de la clientèle, si tu comprends rien au domaine, à un moment donné, ça va se refléter dans le service que tu offres à tes clients, puis le mot va se passer. Fait que c'est comme, faut quand même que tu sois un couteau suisse là, pour être bon dans ces domaines-là, dans le tien comme dans le mien, j'ai l'impression. C'est autant du marketing que de la vente, que de la comptabilité, justement de l'organisation. Faut que tu sois pas mal average / bon dans tout ça pour espérer en réussir là-dedans. Là. Ouais. Puis le modèle aussi, c'est des modèles qui sont basés sur des statuts de travailleurs qui sont principalement travailleurs autonomes incorporés, ce qui fait en sorte que tout le monde travaille un peu pour sa poche, tout le monde travaille pour ses clients, ce qui est très bien. Mais cette dynamique-là fait en sorte que le partage d'informations, des fois, peut être plus limité que dans une structure employé-employeur. Ouais. Où est-ce que quand tu es employeur, tu veux que ton employé performe bien parce que ça t'avantage, donc tu le formes, donc tu le guides, donc tu l'entoures d'une équipe. Quand on est travailleur autonome, il y a certaines structures, il y a des équipes, il y a des agences, mais encore là, c'est un modèle qui est 100% en commission. Fait que puis les agences et les équipes ont leur propre agenda aussi, qui eux, il faut qu'ils remplissent des quotas, tu sais. Ouais. La réelle raison d'être de la plupart des agences, au final, c'est d'avoir le plus de courtiers possible parce que eux, leur risque est de moins en moins élevé plus ils ont de monde. Fait que le service que tu reçois en échange de ça, est-ce qui est tant représentatif comparé à une compagnie qui, elle, a besoin de ses employés en vente pour exister? C'est un peu différent. Là. Exactement. Ouais. C'est des nouveaux Bastien puis des nouveaux Gabriel qui rentrent dans cette industrie-là. C'est à tous les mois. Puis on en parlait l'autre fois. Je pense en courtage hypothécaire, c'est 50% après 1 an au lâché. Puis dans les 5 premières années, c'est comme la grosse majorité. C'est ça, ouais. Fait qu'il y a aussi ça qui fait en sorte que cette dynamique-là fait en sorte que peut-être que les agences n'investissent pas dans chacune de ces ressources. Ouais. Je pense qu'ils vont les sélectionner. Puis après ça, c'est aussi beaucoup à la charge de la personne de se développer.
Fait que ça fait en sorte que c'est comme c'est une industrie qui est difficile à percer dedans. Là. Puis toi, quand t'es avec tes chums au Portugal puis ton ami te parle de ce métier-là, est-ce qu'il te vend un rêve ou il te parle aussi de à quel point ça peut être demandant, les heures que tu vas devoir mettre? Parce que j'ai l'impression que quand on parle de nos métiers, que ce soit l'entrepreneuriat en général ou le courtage, on parle souvent des bons côtés, puis le public aussi s'imagine juste les bons côtés parce que c'est ce qu'on voit à la télé au final. Là. Mais si les gens seraient plus au courant, j'ai l'impression, de ce que ça représente, je pense qu'il y en aurait moins qui se lanceraient là-dedans réellement au day-to-day. Puis ça me fait rire, ça me fait penser à... J'ai rencontré une fille l'autre fois dans un café au White à Saint-Sauveur, puis je m'installe pour travailler, commencer ma journée de travail, puis elle est assise à côté de moi, puis je vois juste que son ordi est sur le site du Collège immobilier du Québec. Puis c'est la même école où j'ai fait ma formation. Fait que je vais juste dire comme, hey, es-tu inscrite? Puis elle dit, ah non, je commence à regarder pour m'inscrire. Et comme, puis là, on commence à jaser un peu de ce qu'elle veut. Puis elle est comme, ah ben moi, ce que je veux vraiment, c'est pouvoir voyager 6 mois par année. Puis je veux une job où je choisis mon horaire. Puis que j'ai pas tant de. J'ai pas tant besoin de me lever à 9, finir ma journée à 5 et tout. Puis je l'écoutais parler, puis j'étais comme, peut-être que tu t'en vas pas là-dedans pour les bonnes raisons. Parce que moi, tous les gens que je vois qui survivent après ce fameux 1 an ou ce 2 ans-là, c'est du monde qui travaille 7 jours sur 7, qui travaille les soirs et les week-ends, qui ne font que penser au développement des affaires, à aller chercher de la clientèle. C'est tellement plus d'heures qu'une job 40 heures semaine. Fait que ce désir-là de liberté, je le comprends, mais je pense qu'il arrive vraiment plus loin dans le parcours. Puis les gens qui pensent s'inscrire là-dedans, ils voient souvent les seniors puis ils se disent « Oh my God, j'ai tellement hâte d'être ce monsieur-là avec sa Porsche puis qui est tout le temps à Cayo Coco parce qu'il s'est acheté un condo là-bas, blablabla. » Puis, tu sais, moi, je veux pas que les gens qui m'écoutent se disent « Ah, ben, j'irai pas dans ce domaine-là parce que je considère que c'est un des plus beaux domaines. » Puis c'est tellement énergisant, mais il faut que tu sois prête à comprendre ça va être quoi que c'est réellement pour que ça fonctionne, disons. Là. Ouais, je pense que c'est un domaine où est-ce que ça prend beaucoup de préparation avant que tu rentres là-dedans. Si tu te bases sur ce que tu vois sur les réseaux sociaux puis tu te dis, moi, je me lance sans plan, sans parachute, tu sais, sans coussin de sécurité parce que ton premier chèque de paie, il arrive beaucoup plus tard. 1 an et demi après que tu commences ta formation, dépendamment combien de temps ça prend cette formation-là, là. Tu peux le faire de différentes façons. Je sais pas, en fait, en courtage hypothécaire, c'est long comment? Je pense que c'est un petit peu plus court que vous. Tout le monde peut le faire un peu comme à sa vitesse. Là. Il y a des collèges que tu le fais comme self-led, puis il y en a d'autres que tu fais comme plus en présentiel. Ouais. Moi, je l'ai fait self-led en genre d'express condensé. Ouais. J'étais un intense dans la vie quand je me mets à quelque chose. Tu prends une décision, t'es comme... C'est ça. Je veux que ça arrive. Là. Exact. Fait que, moi, je l'ai fait en 3 mois intensifs. Je pense que c'est 6 mois d'habitude comme formation. Puis ça se fait aussi dans des collèges similaires. Là. Je pense moi, je l'ai fait au CEI. Ouais. Mais il y a différents comme, collèges qui l'offrent. Puis, c'est une formation qui ne coûte pas trop cher. Fait que puis le temps requis n'est pas très, très long. Fait que ça fait en sorte que la barrière à l'entrée est relativement faible, est très faible, en fait. Ouais. Le niveau de difficulté, moi, j'ai trouvé ça quand même difficile, mais c'est pas impossible. Surtout comme pour une formation qui est courte. Mais ça fait en sorte que c'est ça, il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas nécessairement planifié puis ils ne se sont peut-être pas posé les bonnes questions. Je pense que ça, c'est super important. Là. Justement, écouter des podcasts sur l'immobilier puis essayer de comprendre. Moi, c'est ça que j'ai fait là, à la base. Quand j'ai pris ma décision, OK, je pense que c'est ça, je me suis mis à beaucoup comme étudier l'industrie, voir c'est qui les acteurs principaux, essayer de voir comme c'est quoi que les gens ils struggle avec, c'est quoi les sujets qui sortent tout le temps dans les podcasts puis dans les audiobooks, puis c'est le développement des affaires. Ouais. Fait que moi, ça a été comme... Une fois que j'ai compris ça, j'ai fait parfait, je le fais. Puis voici, j'avais même pas encore choisi mon agence. Là, j'avais un plan d'affaires qui était rédigé, puis j'étais comme, c'est comme ça, je vais me trouver des clients. Là, je pense que c'est la meilleure façon d'approcher cette carrière-là au final. T'as pas le choix. Ouais. Fait que là, tu reviens de ton voyage au Portugal, tu travailles encore à ce moment-là pour la compagnie Lightspeed.
Et combien de temps il se passe entre la décision puis l'inscription à la formation? À peu près 1 mois et demi. OK. Fait que Ça c'est a quand été même assez rapide. pas un coup de tête, mais je suis parti du Portugal avec un ébauche de plan d'affaires. Étais-tu déjà avec ta conjointe à ce moment-là? Oui. OK. Et Catherine, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Là, fait qu'elle m'a vu, elle m'a connu au travers de tout ce processus-là. Là. Dès que c'est drôle parce que c'était-tu la première date? Je pense que c'est la première date au Furco à Montréal. Ouais. On allait prendre un verre après mon travail, puis elle m'avait demandé c'est quoi tu veux faire dans la vie, puis j'avais dit moi je veux avoir ma business. Ouais. Je le savais, puis j'étais pas en voie de. J'étais pas dans cette direction-là encore, mais c'est ça que j'y avais dit. Ah ouais, C'est OK. drôle. Fait que Fait là, que quand c'est arrivé, c'était pas un hard sell non plus. pour Catherine, Ouais. non, elle savait depuis longtemps que c'est ça que je voulais faire. Puis tu sais, je pense que je vivais un peu mon rêve au travers de Cadence pendant un certain temps. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, là, on a lancé Cadence Coaching il y a 3 ans. Ça va faire 3 ans le 31 décembre. Qui est un club, pas un club, mais plutôt une école de perfectionnement en course. Ouais, c'est un peu comme un hub pour les coureurs. Fait que si t'es coureur, triathlète, t'as besoin de service, t'as besoin de coaching, t'as besoin de peu importe, tu vas voir Cadence Coaching, ils vont pouvoir t'aider. Fait que tu sais, on a à peu près, je pense qu'on est rendu à 9 coachs qui nous aident avec la planification d'entraînement. On coach présentement à peu près 80 coureurs à chaque mois. Ensuite de ça, on a des cours dans des parcs, fait que des cours de course en intervalle. Fait que là, on a à peu près 200 clients à chaque session. On a des cours de natation. On fait des tests de lactate, fait qu'une façon là, pour les coureurs de vraiment savoir c'est quoi leur seuil, puis vraiment créer des planifications d'entraînement qui sont comme scientifiquement optimales. Puis ensuite de ça, le nouveau programme qu'on vient de lancer, le programme Fondation, qui est un programme de coaching en ligne. C'est de la musculation pour coureurs. Fait que tu sais, c'est vraiment un hub pour les coureurs. Tu as à peu près tous les services. Puis c'est vraiment des kinésiologues qui sont spécialisés. Ouais. Fait qu'on a lancé ça il y a 3 ans. En lançant ça, ben, c'était Catherine la kinésiologue. Ça a toujours été elle comme la personne Qui lead le projet. qui lead le projet. Sauf au début, quand que c'est moi qui ai fait comme là, tu as une personnalité qui est écœurante, tu as des connaissances. Ça faisait déjà 10 ans qu'elle était dans l'industrie puis qu'elle coachait des coureurs. Puis la pandémie venait de frapper. Fait que les gyms, tout fermait. Puis, c'est le moment de la course. C'est là le que ça se moment. passe. Ça a été des années. Tu sais, nous autres, on était pris dans un petit 3,5 à Hochelaga. Puis je voyais des coureurs passer. J'avais juste ça à faire là, dans ce temps-là. Regarder le monde passer. Regardez dehors. par la fenêtre. J'étais comme un client potentiel, 2 clients potentiels. Puis là, j'ai fait non, il faut faire quelque chose. Puis Catherine, c'est drôle parce que à ce moment-là, je pense qu'elle cherchait peut-être pas nécessairement ça spécifiquement dans sa vie. Par contre, avec les années, c'est drôle parce que dernièrement, elle fouillait dans des vieux calepins qu'elle s'était mis. Puis Catherine fait beaucoup comme de journaling, puis écrire ses objectifs, des choses comme ça. Elle a retrouvé des vieux calepins de bien avant ça. Puis elle avait dit j'aimerais savoir ma business un jour. Ouais. Fait que je pense que j'ai un peu comme donné le petit coup de pied dans les fesses, puis la confiance que peut-être elle n'avait pas à ce moment-là pour se lancer en affaires parce qu'elle était nouvelle dans ce domaine-là. Puis ensemble, on a fait une équipe vraiment incroyable. Là, Catherine, qui est une personne super brillante, super intelligente, puis rassembleuse. Puis moi, avec tout ce qui est... Ton background en création d'entreprise, puis marketing en ligne. Puis, ben ouais. Fait qu'on a été capable de mettre ça sur pied. Puis là, tu vois, 3 ans plus tard, puis la business, Catherine avait un emploi à ce moment-là, puis ça fait 1 an et demi qu'elle a lâché ça, puis là, l'entreprise est en pleine croissance. Là. J'avoue que c'est quand même rassurant quand tu as déjà bâti ça, puis que tu as travaillé pour des grosses entreprises. On dirait que l'idée de se lancer en courtage hypothécaire, c'est plus une idée si folle que ça. C'est comme si tu as tellement les outils qu'il faut pour que ça fonctionne. Ouais. Puis aussi, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ces métiers-là avec même pas un genre 10% de ce que tu sais là, par rapport à ça. Fait que j'ai l'impression que ça, t'es rentré là confiant quand même. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis tu sais, moi, j'étais un intense. Fait que tu sais, quand je me suis mis à chercher sur le domaine, j'ai écouté les courtiers du Québec, j'ai écouté tous les épisodes à peu près 2 fois. Ouais. Puis tu sais, je prenais des notes, là, je les ai étudiées. Là. Fait que quand je suis sorti de là, tu sais, qu'à un moment donné, tu vois un petit peu tout le monde, c'est quoi les struggles, c'est quoi les défis. J'étais capable de te dire, ben OK, ça va être ça mon premier défi, ça va être ça, ça va être ça. Puis ensuite de ça, je me suis créé un plan d'affaires autour de ça.
Puis quand j'ai comme commencé mon stage, parce qu'en courtage hypothécaire, on a un stage au début là, pour obtenir notre licence. Puis, tu sais, mon maître de stage, il était comme, OK, ben, tu sais, si tu veux rentrer avec nous, ben, ça va te prendre un plan d'affaires. Je veux voir que tu as de l'argent devant toi parce que, tu sais, ils investissent du temps dans toi. Fait que là, j'ai montré mon plan d'affaires, puis il a dit, Colin, on dirait que ça fait 10 ans que tu es dans l'industrie. Tu sais. C'est ça, exact. Il n'y a absolument personne qui fait un plan d'affaires comme ça. Ouais, t'es cinglé, là. Ah, c'est hilarant. Puis l'autre question que je pose souvent à mes invités, parce que le Club Nordique, c'est un club d'affaires dans les Laurentides. Tu parlais du fait que pendant la pandémie, tu étais dans ton 3,5 à Hochelaga, puis que c'est de là que vous avez commencé Cadence Coaching. Pourquoi les Laurentides? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de monter dans le Nord? Penses-tu que pour un courtier hypothécaire, il y a assez de jobs dans ce coin-là? Est-ce que c'était un move business ou personnel? Comment ça s'est passé? C'était vraiment un move personnel. À ce moment-là, on était dans une phase où est-ce que les week-ends, on a toujours sorti de la ville les week-ends. On était du monde de vélo, de course à pied. Fait que ça a toujours été comme on venait dans les Laurentides de manière assez régulière. Mais d'être enfermé dans un 3,5 de 560 pieds carrés, en pleine pandémie, ça l'accélère un processus de décision. Fait que à ce moment-là, on a fait, tu sais quoi, ça pourrait être cool. Tu sais, là-bas, ben, premièrement, les maisons étaient plus abordables. C'était un point qui était intéressant. Du moins au pied carré, là, on pouvait en avoir pour notre argent. On pouvait avoir de l'espace, un terrain. Puis on restait proche de Montréal, qui était comme notre noyau, était là-bas. Tu sais, Catherine, ça faisait 10 ans qu'elle était là. Moi, ça faisait 5. Nos deux familles viennent de l'Outaouais. OK. Fait que les Laurentides, c'était comme une espèce de juste milieu le fun où est-ce qu'on n'était pas trop loin de nos familles. On avait regardé pour aller en Estrie aussi, qui était une autre région qu'on aime beaucoup. Mais là, on s'éloignait beaucoup de notre famille. Ça, puis c'est vraiment moins abordable aussi. Là. Aussi. Quand tu compares la même maison dans les Laurentides puis dans le coin de Bromont. Ouais, il y a comme 200 000 de différence là, sur les maisons qu'on regardait. Fait que tu sais, c'était comme une décision. Au début, moi, je tripais sur Magog. Là, je trouve que c'est une ville incroyable. Puis on s'est mis à regarder ici, puis on a fait, ouais, c'est vraiment nice ici. Puis tu sais, c'est là qu'on a vraiment, on s'est mis à chercher. À un moment donné, on s'est ramassé des cafés, puis on a fait la 117, puis on se promenait d'un village à l'autre pour essayer de voir comme c'est où qu'on se verrait habiter. Puis on est vraiment tombé en amour avec le coin. Puis tu sais, au début, c'était aussi, tu sais, Cadence Coaching était comme en croissance. On voulait pas ralentir ou tuer ça en allant dans certaines régions, des fois, qui pourraient être plus difficiles. Au niveau du développement des affaires, puis de continuer à gérer cette business-là qui a quand même un beau noyau à Montréal. Puis de plus en plus, on est en train de l'étirer. Maintenant, on est présent dans les Laurentides. Fait que je pense d'un point de vue business aussi, c'était une belle région où est-ce qu'il y a une belle activité économique. C'est aussi proche de Montréal. C'est proche de l'Outaouais. Fait que il y avait comme tous ces facteurs-là qui faisaient en sorte que c'était intéressant. Puis ensuite de ça, par rapport au courtage, c'est parce que je n'étais pas courtier à ce moment-là. Quand c'était le temps de me lancer en affaires, je voulais aussi me lancer en affaires dans un domaine qui fonctionnait avec le fait que moi, c'est dans les Laurentides que je veux faire ma vie. Je veux pas être tout le temps rendu à Montréal 4 fois semaine parce que... Faire l'aller-retour, le 2 heures de char dans le trafic, c'est moins intéressant à ce moment-là. Exactement. Puis le courtage hypothécaire, ben moi, c'était un petit peu le mix de ça. Je pouvais le faire. Ce qui est cool du courtage hypothécaire, c'est que tu peux le faire à distance. Fait que, tu sais, j'ai un gros noyau à Québec. Excuse-moi, pas à Québec, à Gatineau. J'ai grandi là-bas. J'ai un noyau à Montréal, puis j'ai un noyau dans les Laurentides. Fait que, veux pas, je développe au travers de partenaires, au travers des réseaux sociaux, principalement ces régions-là, parce que c'est eux avec qui j'ai des relations. Fait que ça fait en sorte que je suis capable de servir toutes ces personnes-là en même temps. Ouais. Fait que pour moi, qui n'était pas des Laurentides, ou est-ce que j'ai pas été à Polyvalente ici, ou bien à l'école primaire, mes parents viennent pas d'ici, c'était comme une belle façon de me lancer, puis d'être capable de venir comme tap-in dans mon réseau à moi, qui est un peu éparpillé, venu du fait que j'étais un fils de militaire, puis on n'est jamais resté à la même place très, très longtemps. Ouais. Je pense que c'est un point important pour quelqu'un qui hésiterait à choisir entre être courtier immobilier et courtier hypothécaire. C'est deux jobs qui se ressemblent, mais qui sont tellement différentes en même temps. Ouais. Puis je pense que ça, c'est une des plus grosses différences que moi, j'ai établies à travers le temps que j'ai travaillé dans ce domaine-là. C'est que courtier hypothécaire, l'endroit où tu te situes n'a pas tant d'importance parce que, évidemment, tu peux faire du développement de communauté puis essayer d'aller chercher de la clientèle locale. Mais la réalité, c'est qu'un courtier hypothécaire peut
gérer une transaction à 7 heures de chez eux sans problème. Parce que c'est les mêmes concepts puis les mêmes lois qui s'appliquent à la longueur du Québec, là, à quelques détails près. Puis ça, moi, la plupart des courtiers hypothécaires que je rencontre, c'est du monde qui l'utilise vraiment d'une belle façon, je trouve. Mais en même temps, t'as une approche tellement différente de ton développement d'affaires, justement. Tu sais, j'ai un de mes amis qui est courtier hypothécaire que je connais depuis l'université, que lui, il est à Québec, puis on a fait des transactions ensemble dans les Laurentides. Lui, il en fait souvent en Estrie puis à Montréal. Ouais. C'est faisable. Si tu veux être courtier immobilier, c'est tellement différent. Ce qu'il faut que tu développes, c'est à l'intérieur d'une heure et demie de chez vous, parce que moi, quand j'ai commencé, je prenais un petit peu de n'importe quel mandat, là, puis j'en ai fait des contrats sur la Rive-Sud alors que j'habitais dans les Laurentides, puis c'est juste pas viable à long terme parce que tu pourras pas là, faire ton 3 heures de char aller, 3 heures de char retour à toutes les semaines pendant très longtemps. À un moment donné, ça devient trop intense. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de quand même majeur. Puis qu'il y a des avantages puis des désavantages quand même, parce que moi, j'aime quand même le côté de me déplacer puis d'aller voir mes clients en personne, puis le contact humain, il est différent aussi, là, quand je vais faire des visites avec des clients puis que c'est à 35 minutes de chez nous, puis on niaise ensemble, on se fait du fun, on va voir une autre maison, finalement, hop, celle-là, c'est la bonne. Il y a toute la petite excitation que tu vis avec cette gang de personnes-là que tu es en train de créer. Alors que courtier hypothécaire, il faut quand même que tu sois le type de personne plus prêt à vivre cette distance-là. Puis je pense que c'est pas fait pour tout le monde là, aussi. Là. Comme on dit au début, ton bureau, toi, il est de chez vous. Puis autant que je pense qu'il y a des gens que pendant la pandémie, ils ont embrassé ce mode de vie-là puis qui sont comme « Hey, c'est génial le télétravail, puis plus jamais je vais retourner au bureau ». Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas bien géré ça, pas en tout, puis ils sont comme hey, « Moi, j'ai besoin d'être entouré de gens au day-to-day puis de travailler dans un bureau où il y a plein de monde. » là. Fait que je pense que pour quelqu'un qui hésite entre les deux, c'est un des points majeurs à considérer. 100%. 100%. Tu sais, moi, je le fais de la maison. Mon but, ça serait d'avoir un bureau éventuellement, justement pour sortir de la maison. Mais oui, en effet, l'avantage principal, un des avantages principaux ou une des différences, c'est que justement, tu peux être à distance. Fait que pour quelqu'un comme moi, où est-ce que mon réseau était très étendu, dans une nouvelle région où est-ce que mon réseau l'était peut-être un petit peu moins développé, le courtage hypothécaire, c'était spot on avec mes forces, mes faiblesses, mes aptitudes. Je suis un gars qui a toujours été passionné des finances personnelles. D'aider les gens avec ça, pour moi, c'était intéressant. Puis en plus, là, je pouvais travailler avec des partenaires dans plusieurs régions. Puis après ça, pour briser plus la solitude, parce que veux pas les clients, je les rencontre pas en personne, mais il y a quand même des interactions, évidemment téléphone, courriel, qui est un petit peu plus froid, mais aussi FaceTime, Zoom, etc. Fait que ça l'aide beaucoup. Puis après ça, c'est mes partenaires au final. Mes collègues, c'est mes partenaires, c'est les personnes avec qui je travaille au day-to-day. C'est vraiment avec eux que comme j'ai cette relation-là. Il y a un petit peu plus comme de collègues au travers du travail, puis qui me font, veux pas sortir de chez nous, aller rencontrer, aller dîner avec des partenaires pour développer cette business-là. Fait que c'est un mix qui est intéressant. Je suis quelqu'un qui aime être devant son ordi avec mes écouteurs puis comme être focus. Puis après ça aussi, j'aime sortir puis socialiser. Puis je pense que c'est important puis ça fait du bien. Là. Ça te garde en vie puis c'est juste santé là, à un certain point. Exact. Ouais, je comprends. Si on avait en ce moment quelqu'un devant nous qui veut se lancer dans ce que tu fais puis qui part de zéro, ça serait. Puis c'est sûr que là, ça fait pas si longtemps non plus que tu es dans le domaine. Là. Tu commences à avoir fait tes devoirs puis tes affaires vont quand même bien. Mais quels seraient tes conseils? Disons que tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui veut commencer sa business là-dedans. Je pense que c'est le type de profession qui doit presque systématiquement être une deuxième profession. Je pense que ça te prend un certain bagage, mais une certaine expérience dans d'autres domaines pour te permettre de bien développer ta business. Puis aussi, juste au niveau de l'âge, ton réseau est tellement, tellement important. Puis si tes amis sont pas rendus, tes amis, ta famille, ton réseau est pas rendu. Tu sors du secondaire, tu as 17-18 ans, ça va être off. Là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est une belle deuxième profession parce que ça te donne le temps, premièrement, d'apprendre des choses. Ça te permet de te développer, puis ça te permet de, avec le temps, laisser les gens comme vieillir autour de toi puis arriver au stade où est-ce qu'ils sont prêts à acquérir, à refinancer, à renouveler.
c'est tellement plus facile à ce moment-là. Fait que, tu sais, je te dirais, ça, c'est probablement le plus gros conseil. C'est comme prendre le temps de bien le planifier. Puis après ça, il faut que tu aies un réseau qui est béton parce que c'est vraiment là que tu vas réussir à bien avoir du bon succès. Il faut que tu sois capable de développer les affaires. Il faut que tu sois capable d'aller rencontrer des gens puis les convaincre que c'est toi la meilleure personne pour eux. Autant d'un point de vue client que d'un point de vue partenaire. C'est super important. Il faut que tu sois capable de bien te vendre. Explique donc ce que tu veux dire par partenaire. Parce que je pense que des gens peut-être néophytes à ton travail, ils ne verraient pas la différence entre des clients et des partenaires. Oui. Ben, c'est qu'en courtage, je pense immobilier aussi, en finance, que ce soit les planificateurs financiers, les conseillers en sécurité financière, les courtiers hypothécaires, c'est des domaines, beaucoup de réseaux et de relations. Le développement des affaires vient principalement de tout ça. C'est du bouche à oreille beaucoup. Tu peux essayer par le web de stimuler tout ça, en effet, mais je pense que ce qui va vraiment t'aider à starter, c'est au travers d'un réseau. Fait que tes partenaires, ça peut être des partenaires de référence, des gens qui vont te référer de la business, des gens avec qui tu travailles qui vont réussir à passer un bon mot à leurs clients, à des amis, à des proches, puis tu vas être capable d'aller chercher leur réseau à eux aussi. Ouais. Fait que, tu sais, comme courtier hypothécaire, on travaille principalement avec planificateur financier, conseiller en sécurité financière, courtier immobilier. Après ça, on peut travailler avec des comptables, on peut travailler avec des avocats, on peut travailler avec des syndics de faillite. Fait qu'il y a beaucoup de différents partenaires qui peuvent t'aider à générer de la business. Pour eux, l'avantage, ben, c'est, par exemple, dans le cas d'un courtier immobilier, ben, tu l'aides à conclure sa transaction. C'est pas toutes les transactions qui sont simples. Fait que d'avoir quelqu'un dans ton équipe qui est solide va t'aider à, justement, closer tes ventes, closer tes achats. Au niveau des planificateurs financiers, des conseillers en sécurité financière, ben, l'offre ou comme le pitch de vente quand tu t'approches un partenaire est complètement différent. Des fois, il y a des gens qui vont avoir accumulé des dettes, ce qui fait en sorte que ben, le client, au final, est en train de rembourser ses dettes au lieu d'investir. Fait que quand tu travailles avec un planificateur financier, ben, la valeur ajoutée que tu peux leur offrir, c'est ben, tu sais, ton client, il paye des dettes sur des cartes de crédit, des marges de crédit. On peut wrapper ça dans l'hypothèque, on peut faire de la consolidation de dettes, ce qui va libérer du budget mensuel parce que les taux d'intérêt sont, même s'ils sont plus élevés, les taux d'intérêt hypothécaires sont plus élevés que dans les dernières années, sont quand même beaucoup plus bas que sur des cartes de crédit, des marges. Ouais. Fait que on va être capable de vraiment comme restructurer le portefeuille du client pour l'aider à justement plus investir, plus placer dans ses CELI, ses REER. Fait que on est vraiment là pour être des conseillers au niveau de la finance. Puis, dépendamment avec qui on travaille, l'approche est différente. Mais ces gens-là, on peut offrir une belle valeur ajoutée pour nos partenaires. Puis, en échange, ben, les partenaires, ils t'envoient de la job. Ils t'envoient de la business et vice-versa. Ouais. Tu étais rendu à 2 conseils. Oh boy, il y a un troisième. Je pensais que tu avais oublié. J'espérais que tu avais oublié. Tu as le petit nouveau devant toi. Là. Tu viens de lui conseiller de développer son réseau de partenaires. Puis ton premier conseil, là, j'ai complètement un blanc. Ouais, moi aussi. Pas grave. Ça devait être un bon conseil. Je suis sûr que c'était bon en tabarouette. Mais tu as parlé d'organisation plus tôt. Ouais. Puis on a effleuré un peu le concept des médias sociaux. Puis c'est un truc que je voulais regarder avec toi. Tu crées beaucoup de contenu. Tu es très tight dans ta création de contenu aussi. Ça sort aux 3 jours. En tout cas, tu dois mieux savoir à quelle fréquence ça sort, mais c'est quand même assez spoté tout le temps. Ce qui te différencie, puis c'est drôle parce que maintenant on dirait que dans nos milieux on assume que tout le monde le fait puis que c'est important, puis justement on niaisait un peu avec ça avant le podcast. Tous les courtiers hypothécaires, tous les courtiers immobiliers sont rendus avec un podcast puis font de la création de contenu médias sociaux, mais dans la réalité, quand tu regardes la grosse majorité des gens, c'est encore une fraction du monde qui en font. Ouais. Toi, t'en crées beaucoup. C'est quoi l'idée derrière ça? Est-ce que tu vois réellement l'impact, mettons, sur ton travail? Est-ce que c'est un des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance là-dedans? Oui, je te dirais ça serait un bon conseil de, justement, une autre tactique de développement des affaires. Sinon, il y a aussi tout ce qui est comme organisation de ton day-to-day, mais ça, ce sera peut-être un sujet pour une autre fois. Mais oui, au niveau des réseaux sociaux, je pense que c'est important. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à en faire, il y a beaucoup de gens qui m'ont approché. Moi, j'avais genre 500 followers. Vraiment pas un chiffre qui impressionne personne. Là. Mais ça faisait en sorte que
quand j'ai commencé à créer du contenu, les gens que je connais se sont mis à m'écrire. Mhm. Puis j'ai déjà eu des discussions avec des courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires qui me demandaient, ben, tu sais, toi, c'est quoi le pourcentage de tes clients que tu trouves toi-même? Puis, tu sais, c'est quand même assez élevé versus il y en a d'autres que leur business vient 100% des partenaires. Ce qui est correct aussi. Par contre, quand tu trouves tes propres clients, ben, veux pas, tu gardes 100% de tes sous. C'est peut-être des relations qui sont un petit peu plus pour le long terme aussi. Fait que, tu sais, des gens que tu vas pouvoir peut-être faire leur hypothèque pour le restant de leur vie. Fait que de faire du contenu, moi, ça a fait ressortir mon réseau énormément. Je me suis fait référer à des gens que je connais pas par mon réseau. Puis tout le monde que je croise, qui me connaissent, là, savent que je fais de l'hypothèque. Puis je pense que c'est ça la clé, c'est qu'il faut que tout le monde sache. Peut-être. Peut-être pas en tout. Faut que tout le monde sache que tu fais du courtage hypothécaire. Comme ça, ils peuvent te référer. Puis, fait que tu sais, t'as pas besoin d'avoir des chiffres qui sont vraiment incroyables sur le nombre de vues. C'est sûr, ça l'aide, là. Le but, ça serait ça. Mais c'est pas parce que t'as pas de followers ou que t'as un petit compte Instagram ou Facebook qu'il faut pas que t'en fasses. C'est hyper important. L'idée, c'est de rester dans la tête du monde constamment. Puis qu'ils te voient. À chaque fois qu'ils voient un courtier hypothécaire, si c'est toi, ben t'as gagné, là, parce que eux, le jour qu'ils vont en avoir besoin d'un, tu vas être le premier à popper dans leur esprit. Puis, exactement. Ouais. Puis, tu sais, des fois, j'ai l'impression que les gens s'arrêtent parce qu'ils disent « Ah non, il y a tel courtier qui est super connu. » Puis, tout le monde, tu sais, essaye pas de faire comme lui, ça marchera pas. Puis, probablement qu'on n'aura pas le même degré de succès que certains, mais ça veut pas dire que tout le monde le connaît nécessairement. Des fois, j'ai eu des discussions avec des gens qui étaient comme « Hey, c'est cool tes vidéos. » Je trouve ça original. J'ai jamais vu personne faire ça. Puis moi, dans mon Instagram ou dans le tien, ce n'est que ça. Ouais. Fait que là, je me suis dit « Ah, c'est drôle parce que les autres, ils ont vraiment pas le même Instagram que moi. » Leur algorithme est vraiment différent. Là. Exactement. Fait qu'il faut pas s'arrêter à ça. Puis des fois, quand je regarde mes affaires ou je vois comme le succès que d'autres personnes ont, ça peut être facile de tomber dans comme la comparaison, qu'est-ce que je fais de mal. Puis, ouais. Mais faut que tu te dises que dans ton réseau à toi, tu es peut-être le seul. Ou dans le réseau des gens, tu es peut-être le seul qui fait ça. Puis pour eux, tu es la seule référence qu'ils ont. Puis tu vas être le premier réflexe, ça va être de te contacter toi. Fait que c'est super important. Ouais, puis l'autre truc positif que je considère par rapport à la création de contenu, puis que je tente d'expliquer à peut-être des courtiers plus seniors ou même des gens de mon âge qui font ce que je fais à mon agence. Tu sais, l'autre fois, c'est drôle, j'étais à un lunch de courtiers avec tous les courtiers juniors de mon agence. Puis on discutait ensemble de comment est-ce que vous allez chercher votre clientèle. Puis on fait un tour de table, on était peut-être 25. Puis tu sais, tout le monde shootait des méthodes très classiques qui sont super valables aussi pour aller chercher de la clientèle, qui est de faire du porte-à-porte, de faire du cold call, d'envoyer de la publicité physique, de rappeler les listings du proprio, les listings qui sont expirés sur Centris, quoi que ce soit. Puis moi, depuis que j'ai commencé le courtage, je n'ai pas fait un seul appel de cold call. J'ai jamais contacté quelqu'un du proprio. Puis, je pense une fois, j'ai essayé d'aller chercher un listing avec les agences de référencement là, qui t'envoient des listings possibles, Expert Source et tout. Puis, j'ai vraiment pas aimé mon expérience simplement par le fait que quand je suis allé faire mon pitch de vente, je me battais contre 2 autres courtiers. Puis c'est bien correct, là. Je pense que tout le monde veut avoir ses parts de marché, puis c'est une façon de faire sa job. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, les gens qui m'approchent pour utiliser mes services sont déjà vendus à ma personne parce que ça fait 3 mois qu'ils me voient dans leur Instagram ou leur Facebook à toutes les semaines. Puis ils sont comme « Ah, ben moi, je prends la décision d'appeler ce courtier-là, d'appeler Bastien Carrière parce que j'aime sa façon d'approcher le milieu. Puis il me donne confiance sur ses capacités à me représenter. » Fait qu'à chaque fois que j'ai de la clientèle, moi, c'est comme si c'était un membre de ma famille ou un ami qui me contactait, puis ils me connaissent déjà. Fait que moi, je suis genre, OK, parfait, on part, puis je me bats pas contre personne, puis il n'y a pas tout l'aspect compétitif, un peu de, je vais négocier ma commission, puis je vais essayer de descendre le service d'autres courtiers peut-être pour me mettre de l'avant ou quoi que ce soit. Puis je trouve ça tellement sain, j'aime tellement ça comme approche de comme, ben moi, quand j'ai de la clientèle, ils savent déjà ce que je fais, ce que j'ai à revendre, puis on peut partir ensemble, puis that's it, that's all. Fait que je pense que c'est un des gros points qui est parfois overlook dans le domaine de quand la clientèle t'approche, puis c'est pas toi qui as approché la clientèle, là,
t'es blessed, là, autrement dit. C'est tellement le fun de travailler de cette façon-là. Puis j'en ai parlé beaucoup sur les podcasts avec les gens que j'ai reçus pour le podcast du Club Nordique. Je pense qu'il n'y a aucune façon de rejoindre autant de monde en 2023 que par les réseaux sociaux. Tu pourrais être devant le Centre Bell, une salle remplie de 10 000 personnes, faire ton speech, puis tu vas quand même rejoindre moins de gens que sur ton mois de création en réseaux sociaux. Puis tu n'auras pas eu à payer le Centre Bell. Fait que ça, là, je pense que c'est tellement valuable. Puis il y a beaucoup de courtiers, autant hypothécaires que immobiliers, qui ne veulent pas se lancer là-dedans parce qu'ils sont gênés puis ils trouvent ça weird de faire de la création de contenu puis ils ne se sentent pas tant à leur place. Mais au final, fais juste ton premier vidéo puis tu vas voir le deuxième puis le troisième, il va venir par lui-même. Là. Ouais, absolument. Tu sais, je pense que c'est juste c'est ça, de se faire la main au début, puis d'un peu laisser le jugement des autres de côté. Là. À un moment donné, tu es là pour travailler pour toi. Puis tu vas te faire niaiser là, sur TikTok. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire des commentaires un peu désobligeants parce que c'est ça l'Internet. Delete-les. Passe au prochain. C'est rarement ceux qui ont du succès, là, d'habitude, qui critiquent. Tout le temps un gars un peu weird chez eux, que lui, c'est comme ça qu'il va chercher son thrill, là, d'aller commenter des insultes sur des trucs d'inconnus. Mais 100%. Écoute, c'était vraiment cool de te recevoir. Malheureusement, on arrive à la fin de l'enregistrement. Là, on est comme à 1 heure ben tête. Puis en plus, t'as comme un bon rayon de soleil là, qui commence à... Le soleil se lève. Fait que je pense que c'est aussi le call pour mettre fin à ce podcast-là. Je veux dire encore une fois, merci d'être venu. Merci de faire partie du Club Nordique. Je pense qu'on est en train de se bâtir une super belle communauté d'entrepreneurs puis de gens qui travaillent tous un peu dans le même sens. On dirait que j'ai même pas tant sélectionné les gens qui en font partie parce que maintenant, on se fait écrire pour que le monde rentre dans le club. Mais de façon générale, quand tu prends plein de jeunes entrepreneurs qui travaillent dans la même région, on a un peu la même façon de voir la vie. Puis je trouve ça tellement beau de pouvoir se réunir puis de parler de nos défis puis de comment est-ce qu'on développe nos entreprises. Puis je pense que c'est pour le long run. Là. Fait que je suis vraiment content que tu en fasses partie. Puis écoute, on va vous recevoir une nouvelle fois au podcast. Assurément, ça va me faire plaisir. Absolument. Merci beaucoup. Puis félicitations pour ton club. Là. C'est vraiment cool ce que tu as réussi à mettre sur pied. Puis je pense que nous, quand on s'est installé dans les Laurentides, c'était quelque chose qui était un challenge. Là. On s'est installé dans une maison en plein hiver, dans une région qu'on connaissait personne. Fait que, tu sais, veux pas, avec des différents clubs et avec différentes activités, on a réussi à rencontrer des gens. Puis le Club Nordique, comme est tout nouveau pour nous, là, mais vient s'aligner avec ça. Puis pour nous, ça va être une belle opportunité là, de développer notre réseau dans le coin puis d'apprendre à connaître des gens qui ont une façon de penser puis des objectifs similaires aux nôtres. Là. Fait que merci pour ça. C'est un grand plaisir. Fait que merci d'être venu puis on se reparle bientôt. Merci. Salut!